Alors bienvenue sur notre premier épisode, on va dire un peu un pilote de notre chaîne YouTube Sci-Fi Héritage, dont le but est de transmettre la passion de la science-fiction au plus grand nombre, puisque bon, c'est un domaine de la littérature en général qui est assez marginalisé, puis la science-fiction en général aussi. Paradoxalement, en film, on en voit beaucoup, mais là, au niveau littérature, c'est un genre qui a mis du temps à sortir un peu de l'ombre. Pour m'accompagner, on va casser le suspense de suite. C'est mon papa qui est le passionné, l'écrivain, la personne qui m'a donné le goût, en tout cas à moi, de la science-fiction en me conseillant les bons livres quand j'étais plus jeune. Et du coup, ça nous a aujourd'hui, cette transmission-là, on aimerait bien aussi vous la faire avec vous, puisqu'on aimerait bien, l'idéal étant le but non avoué ou avoué, plus ou moins avoué, étant de redonner des lettres de noblesse à la science-fiction par le biais de cette modeste chaîne. Donc, tu veux te présenter un petit peu? Alors moi, tout simplement, mais d'abord, je te remercie d'avoir initié cet échange sur la science-fiction. Alors, déjà, pour parler de ce qu'est de l'hérédité, il y a une hérédité qui remonte encore plus loin, c'est à celle de mon frère, qui est aîné, qui avait 11 ans de plus que moi, et qui m'a initié en fait à la science-fiction, qui commençait à arriver en France à l'époque d'une façon assez sérieuse, disons. Hein, voilà. Bon, j'ai été d'emblée passionné de la science-fiction, mais je suis qu'un amateur. Je le dis, je ne suis pas un professionnel ni un expert particulier. C'est vraiment parce que ça me plaît, mais j'aime aussi la littérature générale, etc. Mais la science-fiction, c'est quelque chose qui effectivement a besoin d'être défendu, à mon avis. Je trouve ça injuste que ce genre littéraire soit sous-évalué, tout au moins en France, mais un peu partout quand même, malgré tout. Voilà. Alors, heureusement qu'il y a eu le cinéma, et puis heureusement qu'il y a eu Robert Heinlein, dont on va parler là, justement, à propos de la science-fiction. Voilà. Alors le but, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. L'idée de cette vidéo, enfin de ce format, c'est de prendre un auteur, donc Robert Heinlein en l'occurrence, et d'explorer ou de décrire le plus possible son parcours, de trouver les œuvres qui ont un peu marqué sa carrière, et surtout que nous, on aime retenir en tant qu'amateurs de science-fiction. Et pourquoi lui? Parce que c'est quand même un des piliers. On parle des pères fondateurs de la science-fiction quand on parle de Clarke, Asimov ou autres, mais eux-mêmes considèrent Heinlein comme étant leur référence, leur patron quelque part. Oui. J'irai même plus loin, mais ça, plus loin. Dans la réalité, il a été nommé par ses pairs, c'est-à-dire par les autres écrivains et aussi par les amateurs de science-fiction, le général de la science-fiction. Oui, c'est pas mal. Le général, dans le sens militaire, on reviendra pourquoi c'était important pour lui. Tout à fait. À ce niveau-là. Alors Robert Heinlein, c'est venu du fait, en fait, c'est qu'il y a quelques mois de ça, si tu t'en souviens bien, tu m'as parlé du film Starship Trooper. Et donc, comment tu avais aimé ce film à l'époque, c'était dans les années 80, fin 90, 98, je crois. Vous êtes dans ce là, oui. Et du coup, moi j'ai revu le film aussi, et je me suis retrempé dans l'ambiance, et j'ai même, comment dire, redécouvert quelque part Heinlein, parce que c'est un auteur, comme beaucoup d'auteurs de science-fiction, qui est relativement méconnu, surtout en France. Voilà. Ok. Bon, alors on va peut-être attaquer sur Heinlein lui-même, c'est-à-dire en fait sur sa vie, sur ses débuts, sur sa vie, sur sa personnalité, sur ce qu'il a pu amener à la science-fiction, et puis après on verra effectivement un survol des quelques œuvres qu'il faut avoir lues, quoi, parce que c'est quelqu'un vraiment d'appréciable. Bah oui, du coup, attaquons, hein, on va un peu raconter. Alors, bon, Robert Heinlein, bien sûr, Robert Anson Heinlein est un Américain, et c'est un Américain qui est né dans le Middle West, c'est-à-dire l'Amérique rurale. Hein. Il est né dans le Missouri, une ville qui s'appelle Butler, en 1907. Et cette ville, dans le Missouri, non content d'être rurale, c'est-à-dire d'avoir, chose positive, une nature très agréable tout autour,
qui l'a inspiré d'ailleurs dans certaines de ses nouvelles et romans. C'est une ville qui fait partie de la Bible Belt, c'est-à-dire en fait une ville très La ceinture de la Bible, de la foi. Voilà, très religieuse, etc. Bon, vous imaginez bien que, et vous verrez plus tard, connaissant la personnalité d'Elaine, à la fois il s'adaptait à sa ville et à sa famille, qui était d'ailleurs, je pense, une famille tout à fait digne, etc. Mais en même temps, il a réagi contre ça, il est devenu athée, il a fait du jazz, il a lu tout ce qu'il pouvait trouver, etc. C'était quelqu'un de l'esprit déjà très curieux et très libre quand il était jeune, même s'il est né dans un endroit très rural. Bon, il n'a pas manqué de s'en moquer plus tard dans certains de ses livres. Bon, il est mort en 1988 à Carmel, en Californie. Donc, ce qu'on peut dire de sa famille, c'est qu'il avait une famille nombreuse. Ils étaient 7 frères et sœurs. Lui, c'était le 3e de la fratrie. Et il avait déjà 2 frères aînés. Mais c'est important parce que ça va expliquer beaucoup de choses aussi au niveau de ce qui s'est passé. Cette famille était très unie et d'origine bavaroise, donc allemande. Est arrivée en Amérique au milieu du XVIIIe siècle à peu près. Ça, c'est son début. Alors, le premier impact qu'il a eu, alors il a fait ses études comme tous les gamins, entre parenthèses, de cette région, à Kansas City, au lycée de Kansas City. Et quand il est sorti de ce lycée, il voulait faire de la science, de la technique. Enfin, il était vraiment déjà assoiffé de cette connaissance. Mais les universités américaines sont payantes. Et déjà, et ses parents ne pouvaient pas lui payer une université, un campus, c'était pas possible. Donc, comme ses deux frères aînés étaient déjà passés par cette filière, il a essayé et il a réussi à se faire intégrer à l'Académie navale d'Annapolis, dans le Maryland, tout simplement parce qu'une fois qu'on est accepté dans cette académie, eh bien, toute la prise en charge est gratuite, si on peut dire. Il n'y a pas de frais particuliers. Donc, il est rentré, mais il était tout à fait volontaire dans cette académie navale. 4 ans après, il en est sorti. Il a fait 5 ans de service complet. Quand il est sorti, il était officier ou sous-officier. Il est rentré dans un porte-avions tout neuf qui s'appelait le Lexington. Alors pour quelqu'un qui voulait de la technique, il en a eu. Parce que là, à l'époque, c'était un porte-avions. Bon, il n'y en avait pas d'autres, il était flambant neuf. Il a pu se perfectionner au niveau technologie. Il était responsable d'une pièce d'artillerie. Enfin bref, tout ça s'est bien passé. Mais malheureusement, en 1934, il a été réformé définitivement pour une tuberculose. Voilà. Donc ça a mis fin de façon prématurée à la carrière militaire qu'il envisageait. Et quelque part, il a toujours été frustré de ça. Il aurait aimé pouvoir terminer cette carrière-là. Mais bon, il s'est réalisé d'une autre façon. Alors après quelques métiers accessoires, entre-temps, il a essayé quand même d'apprendre la physique, mais pendant quelques mois à l'université de l'UCLA. Mais il a fait d'autres métiers, etc. Mais en 1938, il s'est aventuré dans une histoire politique dont on parlera tout à l'heure un petit peu, c'est l'EPIC. C'est End of Poverty in California, qui était, on va dire, une initiative qui visait, comme quoi, déjà, on est dans les premières contradictions, puisque carrière militaire, on ne s'attend pas à quelqu'un qui s'engage dans quelque chose de très socialiste, qui est, finalement, en traduction littérale, c'est terminer à anéantir la pauvreté en Californie. Alors en plus, petite parenthèse, mais c'est aujourd'hui un thème toujours d'actualité, puisque la Californie est une terre de contraste avec énormément de la Silicon Valley, les techs, ça très riche, et en même temps le terreau de beaucoup de pauvreté, de sans-abri, de problèmes de drogue, etc. Donc finalement, cette thématique, elle est aujourd'hui très très actuelle en plus. Et c'est vrai que ça lui a été son premier engagement, on va dire, citoyen, après l'armée. Tout à fait, c'est tout à fait ça, c'est son premier engagement citoyen. Et comme on le verra au fur et à mesure,
C'était quelqu'un d'engagé, même s'il était pour la liberté individuelle et pas vouloir embêter les autres. Oui. Mais c'était quelqu'un qui était engagé dans ce qu'il faisait. Et là, il a été jusqu'au bout. Alors, le mouvement EPIC est un mouvement du Parti démocrate au départ. Alors lui, il s'est engagé à fond. Il a mis tout l'argent qu'il avait dans la publicité, etc. Il s'est même présenté au Parti démocrate pour être député. Il a été battu. Et en plus, il a été accusé d'être communiste. Ça commence. Ça fait un peu rire parce que quand on voit après qu'on l'a accusé d'être fasciste, bon, c'est un peu compliqué. Bon, bref, il s'est retrouvé en 1938, en fait, ruiné. Il avait vendu sa maison, il n'avait plus rien. Et en même temps, il était quand même fragile au niveau et sans carrière. Ruiné et avec plus d'avenir professionnel. L'armée, c'est fini. La politique, c'est une catastrophe. L'engagement, ça lui a amené que des ennuis et pour l'instant, rien de retour. Donc, comment sortir la tête de l'eau quand on en est là? Alors, comme il était fatigué en plus, toujours quand même par sa maladie, en plus, oui. Il pouvait pas avoir une activité, comment dire, très physique. Comme il avait beaucoup lu, bon, on y reviendra, mais enfin, il a vraiment, enfin, ou pas, mais enfin, c'était quelqu'un qui avait beaucoup lu, de façon un petit peu générale. Il a dit pourquoi pas écrire. Et il a écrit une nouvelle qui s'appelle Lifeline en 1939. Qu'il a envoyé directement à Campbell, qui s'occupait d'un pulp qui s'appelait Astounding, qu'il a pris d'emblée. Alors, explique peut-être ce que c'est un pulp. Un pulp, alors peut-être oui, on peut en parler là. Les pulps, en fait, c'était des magazines faits sur du papier de mauvaise qualité, c'est-à-dire du wood pulp, c'est-à-dire de la pulpe de bois, mais vraiment de basse zone. Et c'est un papier qui était pas cher du tout. Donc en fait, ça permettait de faire des magazines populaires, parce que du coup, qu'ils étaient pas chers, ils étaient bien sûr beaucoup achetés, et de publier des écrivains, quoi. Bon, alors on les payait, ces gens-là, au mot, hein. On les payait pas à la rentabilité de la vente du magazine, ils étaient payés au mot. Et Astounding, qu'il a reçu, qu'il a été un peu coquin, Campbell, celui qui le dirigeait, parce qu'il lui payait 2 fois plus le mot que les autres. Oui. Donc il avait attiré en fait les meilleurs auteurs à l'époque de science-fiction. Mais dans les pulps, il n'y avait pas que la science-fiction, il y avait aussi les policiers, il y avait les films, les horreurs, etc. Et un peu l'idée, c'était que on verra tout. Que tu étais reconduit en tant qu'auteur, si ton histoire marchait bien, on te reconduisait. En fait, c'était très populaire, c'était très vendu. Alors, l'inconvénient de la popularité, c'est que c'était vendu que dans des kiosques ou dans des gares, en fait, des choses comme ça. Et malheureusement, c'est ce qui a traîné un peu derrière la science-fiction, ce poids de dire que c'était pas une littérature recommandable, c'est une littérature de gare, comme on disait. Voilà. Bon, ça c'est passé. Dans tous les cas, il a vendu sa nouvelle, hein, et d'emblée il a eu un succès énorme. C'est-à-dire, bon, succès énorme pendant, donc il avait à l'époque 32 ans, ce qui est un âge quand même relativement avancé pour les écrivains. Oui, tout à fait. Mais il faut se rendre compte aussi qu'il enfin, dans les critères de l'époque, hein, Astounding, Campbell, il n'y avait pas de recommandation. Lui, il était, s'il pouvait être en Californie, Campbell était à New York, il y en avait un autre, Van Vogt, qui était au Canada. Enfin, ils ne se connaissaient pas en fait. Et Campbell était neutre là-dessus, il recevait les manuscrits. C'était une enseigne, il recevait les gens sur son enseigne. Si c'est bon, je les prends. Voilà. Bon, mais on reviendra un peu sur Campbell tout à l'heure. Donc en fait, ça a pris, et il a eu un succès d'emblée. Il a continué à publier, et tout ça, c'est sa première partie de carrière, jusqu'en 1942. Donc, à partir de 1942, il s'est arrêté jusqu'en 1946, de 1943 à 1946, il n'a plus rien publié, parce qu'il était patriote, il voulait se faire la guerre contre l'Allemagne, les Japonais, etc. Et donc, il s'est consacré à ses activités de patriote, et il n'a plus rien publié pendant ces années-là. Il a repris en 1947. Mais quand il s'est arrêté provisoirement, donc en 1942, il avait déjà été élu
par des référendums chez des amateurs, chez ceux qui achetaient Ouais. les pulps, comme le meilleur auteur science-fiction de tous les temps. Donc il y avait déjà quand même un succès phénoménal. Donc il s'arrête, il reprend en 47, et quand il reprend en 47, le succès continue. Et alors là, on va passer sur la phase de consécration, et puis on y reviendra après. La consécration, ce sont divers prix. En 1974, il a eu le prix des professionnels, c'est-à-dire le prix Nebula Award Masters, c'est-à-dire en fait le prix pour toute son œuvre. Il était le premier américain à l'avoir. Et puis il y a eu les prix Hugo. Les prix Hugo, c'est les prix de meilleure science-fiction anglo-saxonne, et il en a eu 5 pour des romans et 2 pour des novellas, c'est-à-dire des romans courts. Et c'est exceptionnel, je veux dire, il n'y a pas un écrivain qui a eu ça. Autant, ouais. Et tout à l'heure, quand on verra les œuvres qu'il faut avoir lues, ben évidemment, la facilité, c'est d'aller voir ce que le prix Hugo. Ouais. Mais il en a fait d'autres. Hein. Il a fait. Ça donne quand même une reconnaissance 30, déjà. Voilà, il a fait plus de 30 romans. Un palmarès, on va dire. Voilà. Bon, donc, ce qu'on pouvait dire pour lui au départ. Alors, on va peut-être, si tu es d'accord, le replacer dans la science-fiction. Oui, et puis par rapport à son style, ce qu'il a amené, quels ont été les nouveaux concepts et les thématiques que lui a pu porter, et du coup, de qui il est l'héritier aussi, puisque la science-fiction, c'est dur de dire quand est-ce que ça démarre, c'est très perméable tout ça. Donc elle vient pas de nulle part, la science-fiction. Elle a une histoire, et si on veut être logique, on va parler de l'histoire, entre guillemets, récente de la science-fiction, puisque, à mon avis, on ne peut parler de science-fiction que s'il y a déjà de la science autour, dans le siècle, où le contexte dans lequel on est. Et voilà. Et donc là, effectivement, on va parler sur les 2 grands précurseurs. C'est quand même Jules Verne en France. Bon, ça nous rapporte à 1864 exactement la publication du Voyage au centre de la Terre. Après, il a fait de la Terre à la Lune, Voyage autour de la Lune, il a fait 20 000 lieues sous les mers, etc. Il a eu un succès énorme, Jules Verne, et il publiait ça sous le terme de voyage extraordinaire. Donc on ne parlait pas encore de science-fiction, mais il avait un succès énorme. Ce qui n'a pas empêché qu'il n'ait pas pu rentrer à l'Académie française, parce qu'on considérait que c'était une littérature enfantine. Ouais, c'est tout le problème de la science-fiction et de comment elle est appréciée dans la société et les carcans d'aujourd'hui. Enfin, quand même, Jules Verne, quand on y pense, qu'il ait si peu de reconnaissance c'est quand même énorme. Il a eu peu de reconnaissance de son vivant, il en a toujours quand même, parce qu'il est toujours après, je pense. Super édité. 20 000 lieues sous les mers, ça atteint des sommets d'édition, et toujours actuellement. Et puis, il ne faut pas oublier quand même l'anglais, c'est Herbert George Wells, qui est aussi un précurseur majeur, puisqu'il a écrit L'homme invisible, La machine à explorer le temps, la guerre des mondes, etc. Enfin, il a fait énormément de livres de science-fiction, mais il était beaucoup plus pessimiste que Verne, et beaucoup plus politique aussi. Voilà. Mais c'est pareil, Wells n'a pas été plus reconnu de son époque. Hein. Bon, donc ça, c'est les 2 grands précurseurs, et ces précurseurs-là, c'était des précurseurs européens. Il y en a eu d'autres, puis c'est passé sur le côté américain, hein, cette espèce de mode, et sur le côté américain, on va passer sur les détails, mais enfin, il y a beaucoup d'auteurs quand même qui s'intercalent. Hein. On revient au pulp, entre parenthèses, Tarantino, dans Pulp Fiction, par exemple, c'est un hommage qui rendait à cette littérature. Qui rendait cette littérature. Bon, donc, le premier roi du pulp, c'était Hugo Gernsback, qui était un luxembourgeois, qui à l'âge de 20 ans, qui est parti aux États-Unis, qui était un auteur, un piètre auteur de science-fiction, hein, mais qui était par contre un excellent éditeur. Et il a créé le terme de science-fiction dans un magazine Story en 1926. En 1929, c'est lui qui a créé le terme de science-fiction dans Wonder Story. Et il faisait une promotion déjà
toujours des grands auteurs, hein, comme Wells, Verne, Edgar Poe, etc. Mais il donnait sa place aussi aux jeunes avec des codes. Déjà, il commençait déjà à coder la science-fiction. Et celui qui l'a très bien codé, c'est Campbell, qui lui était par contre un très bon écrivain, puisqu'il a écrit la nouvelle ou le court roman qui a donné naissance à The Thing. La chose vient de notre monde, etc. Donc, il y a eu des Enfin, multiples fois adapté au cinéma, adapté avec succès, le succès. Donc, il savait écrire ce gars-là, mais il s'est consacré en fait à éditer des auteurs qui voulaient faire entrer dans son cadre à lui, c'est-à-dire à la science-fiction comme on la connaît, c'est-à-dire une base scientifique et là-dessus une fiction raisonnable, c'est-à-dire pas n'importe quoi. Bah ouais, pour moi, on touche à un truc essentiel là-dessus. C'est quand on dit science-fiction, c'est qu'on a du mal à mettre. Les gens veulent souvent mettre des frontières entre la fantasy, la science-fiction, les mondes imaginaires, Bon, moi, je trouve un des concepts forts de la science-fiction, c'est la partie science. Et c'est vrai que Campbell et cette époque-là disent, OK, on peut imaginer des choses, mais dans un cadre scientifique rigoureux, avec une forme de réalisme qui donne de la crédibilité et une réalisme à tout ce qui va suivre, parce que ça faisait partie aussi, je pense, de la volonté de crédibiliser ce genre et de dire, regardez, on n'est pas juste des fantasques avec la tête dans les étoiles, on est capable d'expliquer que peut-être un jour on aura vraiment la tête dans les étoiles. Et puis l'époque, on y reviendra, mais le permet, hein, c'est l'époque de la guerre des premiers hommes dans l'espace, il y a des guerres mondiales, il y a des fusées, il y a des missiles, la science explose, la médecine explose. En fait, du coup, c'est un terreau très fertile pour l'imaginaire. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est je trouve, moi en tout cas, ce qui est passionnant de voir ça, c'est de dire, c'est quelque chose qui va rester. On parlera, quand on fait d'ailleurs, dans la science-fiction d'aujourd'hui, les débats, c'est, ah non, mais ça, c'est vraiment pas crédible, c'est pour ça que j'ai pas aimé le film, ou j'ai pas aimé l'œuvre, ça, j'y accroche. C'est quand même de garder, évidemment, on est toujours dans un imaginaire, puisque alors c'est toujours aussi, ce ne sont pas des prédictions, mais ce sont des possibles. Moi, je vois ça comme des possibles, de dire, par rapport à cette base scientifique-là, si on développe, on peut arriver à tel ou tel possible et d'avoir un regard externe sur ça et de le raconter. Et moi, je trouve ça passionnant puisque ça crée le divertissement, hein, que je trouve. Absolument. Je ne sais pas ce que je te contredis pas en disant ça. Absolument. C'est toi qui me le disais d'ailleurs, de dire que le centre, ok, il y a la science, mais il y a aussi le divertissement. Et d'associer les deux, ben, c'est la science-fiction, quoi, quelque part. Absolument. Alors bon, comme il faut, elle n'est pas venue de nulle part, science-fiction, une espèce de convergence qui se passe au moment où il arrive. Hein. Donc sa première nouvelle en 39, et là il arrive, et ben, il incarne en fait tout ce qui va être la science-fiction moderne. Voilà. Bon, donc c'est quand même énorme. Alors qu'est-ce qu'il a amené à la science-fiction, Hal Lane? Il a amené beaucoup de choses. D'abord, il a voulu se différencier de la fantaisie et du fantastique. Hein. C'est-à-dire, il a dit, justement, ce côté rigoureux de Campbell qu'il a. C'est pas Campbell qui l'a influencé, il était déjà comme ça, lui. Mais enfin, bon, ça c'est bien, quoi. Ça s'est bien trouvé. Donc, il y a un côté rigoureux. Et puis, lui, il avait insisté dans ce qu'il appelait la speculative fiction sur justement les personnages, comment ils réagissaient à cette nouvelle science, en fait, etc. Oui. Mais aussi bien au niveau psychologique que sociologique, c'était du neuf pour lui. Et il voulait se différencier de la fantaisie. Et il a dit, ben, il y a autant de différences entre la science-fiction et la fantaisie qu'entre Karl Marx et Groucho Marx. Bon, c'est quand même, justement parce que les gens confondaient tout. Ils confondaient le fantastique, la fantaisie, etc. Et lui, il était dans ces codes-là. Donc c'était très important. Alors qu'est-ce qu'il a amené de plus? Il a amené justement des textes de qualité, ça c'est évident. Et ces textes de qualité, il a voulu sortir de ce carcan des pulps, qui justement, c'était populaire, mais ça touchait pas un public aussi large qu'il aurait voulu que ce soit. Et pour que ça se fasse, il est sorti des pulps, il a commencé à proposer ses textes à des magazines à tirage généraux, c'est-à-dire qui touchaient à la littérature générale et qui étaient diffusés partout. Alors le premier, c'était The Saturday Evening Post, mais il y en a eu d'autres. Hein. Il a commencé à proposer des textes, et là c'était des textes qui étaient après des millions d'exemplaires diffusés. Donc il sortait déjà les ghettos, ça touchait des gens qui
qui achetaient jamais de pulp et qui étaient qui ont commencé à voir ce qu'était la science-fiction. C'est quand même. Il voulait la démocratiser Voilà. aussi. C'était quand même très très important ça. Bon, donc il a sorti ça, toujours dans le même esprit. Il a voulu abandonner, ou du moins commencer à toucher le public des librairies, parce que les librairies ne distribuaient pas les pulps. Ils ne distribuent que des livres, que des romans. D'accord. Lui, il a commencé à vouloir publier. C'était vraiment les petits kiosques, les pulps et les vraies librairies dans le vrai livre. Quoi. Voilà, c'est comme en fait, les intellos, en fait, entre guillemets. Oui, ils allaient dans les librairies, ils n'allaient pas acheter enfin, ou alors s'ils les achetaient, ils ne le disaient pas. Ils allaient acheter des pulps. Bon, voilà. Bon, mais peu importe. Mais lui, il est sorti, il s'est battu là-dessus. Et il y a eu après des collections de poches de science-fiction qui sont sorties en librairie, qui ont eu un énorme succès. Mais c'est lui qui a commencé en 48. Il est un des premiers à faire ça. Autre élément, il s'est tourné vers la jeunesse, vers les adolescents. Il a fait une série qui s'appelle Les Juvéniles. Il a trouvé un éditeur pour ça. Et pendant 11 ans, je crois que c'est de 47 à 58, oui, c'est ça, il a sorti un livre par an. Il en a sorti 11, qui sont des petits chefs-d'œuvre chacun. Parce qu'il n'a pas fait de la sous-littérature, au contraire, il a fait des bouquins de qualité pour des ados. Et ça a eu un énorme succès, ça. Et ça, entre parenthèses, a entraîné beaucoup de vocations plus tard pour l'espace, pour la NASA, etc. Et tout le monde le reconnaît, ça. Je veux dire, c'est une reconnaissance évidente, ces romans-là. Oh ben, il y a eu je crois que c'était pour Apollo 11 il avait été invité absolument à commenter le décollage et la mission par la NASA. Il y a un prix aujourd'hui qui existe pour récompenser les avancées dans la commercialisation spatiale, enfin, des voyages spatiaux commerciaux qui portent son nom. Il y a, aujourd'hui, on n'avance pas trop en disant que les passionnés de l'espace d'aujourd'hui lui rendent un hommage continuel et il est plus présent que jamais finalement. Il est toujours d'actualité. C'est absolument. Ça, c'est un de ses engagements citoyens. C'est-à-dire qu'il a fait vraiment, il a vécu l'espace, il a tout fait pour que les gens. Que ça soit démocratisé. On en parle. S'y projettent. Ouais, tout à fait. Et alors, toujours dans cette optique-là, il a fait un film, il a fait le scénario du film, Destination Moon, avec édité par PAL, c'était le producteur, c'est un film de Pichner. Et en 1950, alors, il y avait beaucoup d'effets spéciaux, alors c'est un peu vieilli, évidemment, c'est pas. Oh, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Mais en tous les cas, c'était un film pédagogique, didactique. C'était pas un film où on voyait des extraterrestres avec des trucs, c'était vraiment un film qui montrait qu'on allait sur la Lune, quoi, voilà. Ouais, c'est comme le film Apollo, etc. Enfin, ça montrait le réalisme d'un voyage dans l'espace, de ce qui pouvait s'y passer, des dangers, de la complexité, de l'angoisse aussi, parce que c'est des pionniers. Il y a toujours cette notion qui reviendra d'ailleurs beaucoup. Tout à fait. Cette notion d'explorateur, de pionnier. Et ça, il l'explore et il le développe très bien. Alors, il le développe très bien, d'autant plus que ce film a eu du succès. Et c'est un des premiers comme ça. Il y avait eu, avant, je sais pas, il y avait quelques films comme Planète Interdite, des choses comme ça, qui étaient de bons films science-fiction. Mais c'était le premier film sérieux là-dessus. Et ça entraînait là aussi des vocations. Voilà. Bon, il en a profité pour faire le scénario d'une série télé, Tom Corbett, Space Cadet, etc. Donc tout ça dans le même. Ça, je connais moins ça. Tout ça dans le même esprit en fait de faire reconnaître tout ça. Alors ça aboutit à quoi? Ça aboutit à faire qu'il a codé la science-fiction et que cette science-fiction qui justement commençait à gagner des lettres de noblesse, et bien il s'est dit, c'était pas quelqu'un qui restait dans sa tour d'ivoire, dans sa bulle, hein. C'était quelqu'un qui allait vers les autres, il est allé vers ses collègues. Et il a commencé à les réunir dans des sociétés. Il en avait déjà en 1939, il en avait créé une comme ça. Il avait des contacts avec eux, avec les plus grands, hein, c'est-à-dire Asimov, Van Vogt, Bradbury, Sturgeon, Dick même. Enfin, je veux dire, il correspondait très régulièrement avec tous ces gens-là. Et il les aidait. Alors, on avait déjà parlé de ces anecdotes-là, mais en fait,
Sturgeon, qui était un auteur de science-fiction aussi, qui était en panne d'écrivain, c'est-à-dire il est sur sa page blanche, il ne savait plus qu'écrire, hein. Et bien il envoie par la poste 10 sujets déjà développés un petit peu En cadeau, ouais. de science-fiction, et en plus il lui met un chèque en disant ça peut toujours servir. Bon, voilà, bon, ça c'était Heinlein. Heinlein qui a offert sa première machine à écrire à Dick. À Dick, ouais. Qui était Elle est fabuleuse cette anecdote. Hein. et Philippe Cadic était dans un monde totalement différent de celui d'Heinlein, et qui a dit, ben, Heinlein, c'est une des plus belles choses que l'humanité ait faites, quoi. Voilà. Bon. Il a sorti la première nouvelle de Bradbury. Bon, enfin, il était vraiment très, très porteur de cet esprit de clan. Il voulait que la science-fiction, que les gens se serrent les coudes entre eux et qu'ils se reconnaissent, quoi. Voilà. Bon. Alors, il a fait d'autres choses, mais c'était quelqu'un d'entier, on peut le dire là, parce que, il donnait, mais il fallait quand même qu'on se moque pas de lui, quoi. Bon. Exemple, Asimov, qu'il a fait engager dans le laboratoire de la Navy, on y reviendra tout à l'heure, pendant la guerre, hein. En fait, alors qu'il fallait qu'il se consacre à la recherche militaire dans un laboratoire civil, c'est vrai, mais de la Navy quand même, hein. Enfin, comme ingénieur civil dans un laboratoire militaire, plutôt, c'est plutôt ça qu'il faut dire, hein. Mais Asimov, en fait, en a profité pour écrire Fondation, les premiers, bon, alors qu'il aurait dû se consacrer à ça. Donc, lui, son engagement militaire. Il a fait ça pour pas aller au front. Idem avec Clarke, qui était un très grand auteur à l'époque aussi. Clarke, c'est quand même, c'est 2001. Hein. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est Rama. C'est Rama, absolument. C'est un autre monstre. Mais très connu, c'est un anglais. Mais Clarke, bon, il s'est fâché avec lui à l'occasion des périodes de Star Wars, on va arriver à... Bon, bref, peu importe, c'était quelqu'un d'entier, mais quelqu'un d'ouvert, et c'était quelqu'un d'ouvert. Bon. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a amené à la science-fiction. Ben, c'est pas si mal, il est comme un des pères fondateurs. Du coup, je pense que c'est intéressant, en tout cas, de revenir sur son parcours, parce que ça permet de comprendre après dans ses œuvres les thèmes qu'il va aborder et quelles thématiques lui tiennent réellement à cœur. Donc, je te propose qu'on peut-être on avance. Non, on va juste avant, parce que je crois que c'est important aussi, parce qu'on n'y reviendra pas après. C'est justement son engagement citoyen. Je veux qu'on insiste là-dessus. Voilà, okay. Parce que ces œuvres vont nous donner une idée de lui, pas une idée, vont nous donner des idées de lui, qui sont tellement diverses qu'on peut s'y perdre. Voilà. Par contre, les engagements citoyens, on ne s'y perd pas. Puisque ça, c'est ce qu'il a fait dans sa vie de citoyen. C'est quelqu'un, une fois de plus, qui n'était pas sa tour d'ivoire, il vivait dans son époque. Et des bibliographes ont rapporté qu'en fait, il travaillait 3 mois par an sur ce bouquin. Le reste du temps, il travaillait pas. Je veux dire, il travaillait pas. Il voyageait, il parlait, il allait voir des gens, bref, c'était quelqu'un dans la vie. Hein, c'était pas. Puis elle a eu la chance quand même de gagner sa vie directement en écrivant. Ce qui était quand même pas courant, de toucher des cachets rémunérateurs dès les premières nouvelles, dès les premiers pulps. Il a gagné sa vie avec ça. Absolument. Alors donc, dans les engagements citoyens, on va aller assez vite. Il y a d'abord l'engagement pour la liberté de conscience individuelle. Ça, pour lui, c'est majeur. La liberté de conscience individuelle est supérieure au collectif. Ça, c'est... Alors, liberté qui va jusqu'à la liberté sexuelle, hein, puisque son deuxième couple, sa deuxième mariage, le premier a duré très peu de temps, le deuxième est un peu plus long, avec sa femme qui s'appelait Lesline. Ils avaient fait une convention d'amour libre quelque part. Ouais. On s'aime, mais bon. Voilà. Liberté un peu. Si on peut dire, mais dans un bon, quand même, pas... un sens ouvert. Ouais. Donc, il était pour la libre entreprise, il se méfiait de l'État, il se méfiait de la religion, etc. Donc, évidemment, le parti libertarien, qui est un parti qui épouse beaucoup de ces idées-là, s'est rapproché d'Heinlein. La formule vivre et laisser vivre, je me demande si c'est pas d'Heinlein d'ailleurs, même, parce qu'il la rapporte dans certains livres. Et surtout, sa fameuse formule, hein, il n'y a repas gratuit, ça n'existe pas. Autrement dit, tout se mérite, mais au niveau de l'individu. Alors, il n'a pas été libertarien, ça c'est sûr, il n'a pas adhéré. Alors, il s'est moqué de lui-même, hein, parce que je vois dans Révolte sur la Lune, hein, il dit si j'ai été obligé d'accepter ce repas, parce que ce repas gratuit,
Parce que si je vais pas, enfin, j'ai été obligé plutôt de le refuser, ce repas gratuit, parce que si je l'avais accepté, on m'aurait exclu de la guide des auteurs. Bon, il se moque de lui-même, quoi. Je veux dire, voilà, bon. Alors, la liberté de conscience. Ensuite, le fameux programme EPIC, on en a déjà parlé. Si ce n'est pour dire un petit peu en parallèle qu'il a été très attiré par les idées communistes, mais comme tout. Je veux dire, il était curieux de tout ce qui se passait. Donc, il est allé en URSS. Hein. Il avait préparé ça avec sa troisième femme, Virginia, qui était très proche de lui, par contre, avec qui il est resté jusqu'au bout. Et elle avait appris le russe, lui aussi, enfin bref. Ils en sont sortis de là, comme beaucoup de personnes qui sont allées à l'URSS à ce moment-là. Je pense à Gide, je pense à d'autres personnes là, en disant non, quand même, le régime communiste, c'est pas possible. Mais quand même, il y est allé, c'est un grand voyageur. Bon, il a fait beaucoup de choses. Alors, autre engagement citoyen, à la convention de Denver de 41, convention de science-fiction internationale, il a fait un discours antifasciste mémorable. Ouais. Il n'a pas parlé de science-fiction, il a parlé que de la guerre, et disant qu'il fallait s'engager, lui. Bon. Comme il ne pouvait pas s'engager dans l'armée, puisqu'il était toujours réformé définitif, eh bien, il est engagé comme ingénieur civil dans un laboratoire de la Navy, où il a fait engager Lion Sprague du Camp et Asimov, qui étaient deux de ses collègues de science-fiction, où il a travaillé sur les radars et les scaphandres. Mais les scaphandres ou les combinaisons aéronautiques, ce qui lui serviront tout à l'heure. C'était vraiment quelqu'un avec cet esprit scientifique, toujours à chercher, à chercher. Alors, petite anecdote, hein, j'ai lu, j'ai pas vérifié plus que ça, mais ça m'avait l'air crédible et la source était pas mal, que c'était à cette époque-là qu'il avait inventé un verre de lunettes qui ne se rayait pas. Donc finalement, dans sa recherche, comme dit, d'instruments de combinaisons pour aller dans l'espace, d'études sur la vision, etc., il avait quand même trouvé ça, ce qui est intéressant. Ouais, ça je ne le savais pas, mais je le noterai parce que c'est important. Parce que à vérifier quand même, mais je l'ai lu plusieurs fois. C'est pas étonnant, c'était quelqu'un de très curieux. On rapporte que bon, il a repris après des études au niveau physique et tout ça, plus tard dans sa vie. Mais donc il avait une base scientifique effectivement très sérieuse. Il y avait Virginia, ils vivaient dans ce qu'ils appelaient la maison du futur. Alors sur Wikipédia, avec plein d'interphones, des les frigidaires, les nouveaux, les trucs électroniques. Ah oui, c'était la domotique avant l'heure. Non, mais c'était quelqu'un de très curieux de tout ce qui se passait. Scientifique. Enfin, c'est un passionné de science et d'innovation. Voilà. Alors, quatrième engagement, encore très important, c'est le risque nucléaire. Il avait prédit déjà en 1941 dans une nouvelle qui s'appelait Solutions non satisfaisantes, qu'il y avait un risque énorme avec le nucléaire si la bombe n'avait pas encore sauté. Et il faut quand même se rendre compte que la bombe atomique, c'était énorme. D'abord, évidemment, par ses effets directs, mais aussi par les effets indirects qu'elle a eus, parce que c'était la première fois, en fait, que la technologie et la science se réunissaient comme ça pour faire un truc énorme, quoi. Et ça a d'ailleurs entraîné un certain refus de la science-fiction, parce que beaucoup de gens qui croyaient en la science, du coup, on dit, la science ne se bat pas si bien que ça. Elle est porteuse de massacres, oui. C'est vrai, ça a été mais le risque. Donc, en fait, lui, il voulait, bon, d'accord, le nucléaire, il y est, mais il faut que ce soit au niveau mondial, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il y ait un contrôle supranucléaire, un contrôle supranational du nucléaire. Mais c'était très compliqué à faire, parce qu'il fallait passer dans tous les États, enfin, c'est pas possible. Mais il s'est battu vraiment pour ça. Voilà. Bon, ça c'était le côté truc. Puis alors, on en a déjà parlé, c'est Star Wars. Star Wars, c'était un projet qu'il a initié avec d'autres et qu'il a poussé avec Ronald Reagan. Star Wars, c'était un système qui permettait par un réseau de satellites de prévoir, de dépister les départs d'ennemis balistiques, c'est-à-dire en fait de la Russie essentiellement, et de les détruire, par du laser. Hein, c'était ce qui était. Oui, c'était une ceinture de protection, de capture. C'était un programme très onéreux, peut-être trop, mais il
a mené ses fruits puisque ben, en 85, Gorbatchev a reconnu que la Russie, l'URSS était à bout. Et c'était au niveau économique, ils s'étaient complètement épuisés et essayer de suivre cette guerre des étoiles, ils n'y étaient pas arrivés. Bon, après, il y a la conquête spatiale, on en a déjà parlé. Avec tout ce... On en a déjà parlé. Ça Oui, Reagan, l'armement dans l'espace, on vient de le dire. L'armement dans l'espace, Apollo, et puis Elon Musk avait le prix de la fondation. Voilà. Bon, de ce qu'on pouvait dire, on peut attaquer les œuvres, si tu veux. Oui, oui, bah, du coup, les grandes œuvres. Alors, moi, je propose pas, enfin, on va pas les lister toutes, sinon, il y en a, parce que déjà, c'est une bibliographie conséquente, hein, Heinlein. Mais moi, je te propose de revenir sur ce que toi, tu considères être ces œuvres majeures et pourquoi toi, tu les considères comme étant importantes, quels thèmes elles abordent, etc. Et qu'on échange là-dessus. Je trouve que c'est donner envie aux gens de le découvrir, quoi. Qu'est-ce qui pourrait donner envie, quelles œuvres peuvent donner envie aux gens de lire Heinlein? Bon, moi, j'ai pris la solution de facilité. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis limité, parce qu'il y a une œuvre quand même qui déborde largement le cadre de ces prix, mais je me suis limité à ce qui a été primé. Parce que quand même, les prix Hugo, ce sont des prix en référence à Hugo Gernsback, qui sont des prix des amateurs, hein, des fans, de ceux qui achètent, qui lisent, quoi, des lecteurs. Et puis le Nebula, quoi, bon, qui sont des prix en fait des professionnels. Bon, mais les prix Hugo, j'en suis resté là. Alors en fait, l'histoire du futur, d'abord pour commencer, parce qu'il y a eu 2 prix Hugo rétrospectifs sur 2 novellas là-dessus, mais en fait, c'est son œuvre peut-être principale. Beaucoup de critiques pensent que c'est son classique, quoi. Hein. Alors qu'est-ce que c'est l'histoire du futur? En fait, il a fait un tableau où il a inscrit, pas forcément en mesure, comment dire, dans l'ordre chronologique où il les écrivait, dans l'ordre chronologique du moins qu'il avait prévu, mais au fur et à mesure qu'il les faisait, quoi. Bon. Et il les inscrivait dans un tableau, il y avait effectivement une chronologie bien précise, avec des années, avec ce qui allait se passer au niveau... On peut quand même, j'en profite pour montrer quand même la couverture qui vaut le coup, mais qui est de dire, qui est un livre qui veut prédire l'histoire de l'humanité avec les voyages dans l'espace, la découverte du système solaire, puis les relations entre les systèmes solaires, la découverte de l'univers, les relations entre les gens. Enfin, il n'y a pas une prédiction, mais c'est quand même l'histoire du futur, le titre du bouquin. Ouais. Donc l'idée, c'est de dire comment lui imagine l'humanité se projetant dans l'univers. Absolument. Alors c'est pas prophétique du tout. Il s'en est défendu, puisqu'en fait il a commencé à écrire ce livre en 1939, et l'histoire du futur commence en 1975. Donc en fait il y a très peu de délai. Donc très vite il était rattrapé par le temps. Par le réel. On a vu que ce qu'il avait dit ne s'est pas passé. Mais c'est pas grave. Il a toujours dit c'est pas prophétique. Lui ce qu'il voulait c'était, comme disait Campbell, hein, une histoire scientifique. Sérieuse. Un déroulé. Bon, donc, ce qu'il a voulu dans le tableau, c'est une cohérence, c'est-à-dire pas faire d'erreur. C'est-à-dire que s'il décrivait une fusée, je sais pas moi, qui va à la vitesse de la lumière, hein, eh ben, il peut pas décrire une fusée qui marche au kérosène, hein, et qui, du coup, voilà, etc. C'est pas possible. Donc, il a essayé une cohérence. Et puis, il y a une histoire du futur, quand même, qui se déroule d'une façon logique. Voilà. Bon. Enfin, pour de la fiction. Alors, de toute façon, c'est très facile à lire. Alors, on va pas détailler tous les thèmes. Il a pris tous ces thèmes habituels. Mais vraiment, bon, peut-être, quand même, insiste toujours pas, on en parlera chaque fois sur le rôle des femmes. Ça, je crois que c'est important. Elles sont toujours sages, avisées. Et une première spationaute, il y a des scientifiques de haut niveau. Une en particulier qui a fait que Campbell avait refusé la nouvelle où elle était, mais qu'il est passé par un autre système pour la faire publier. Enfin bref, il y a ça. Et le côté révolte, ça c'est important, le côté toujours asservissement de l'homme à l'État, à la religion, avec un petit peu déjà le début de ce qui se passera plus tard avec Orwell en 1984. Quoi. Il dénonce ça. Bon, l'eugénisme, les extraterrestres, le spatial, enfin,
les colons, enfin, on retrouve les inadaptés, on retrouve tous ces thèmes-là. Comme on sait qu'après ou à côté, il a écrit des récits sur les spatio-temporels et avec des complexes. Je vous recommande de lire Vous les zombies, qui est une nouvelle. Et si vous c'est une de mes préférées, moi. que vraiment pour quelqu'un qui écrit sur les complexes spatio-temporels, s'il y a bien une nouvelle qui est majeure, c'est bien celle-là. Bon, elle est courte, mais il faut la lire plusieurs fois. Hein. Mais elle est d'une logique imparable. Bon, donc il a écrit ça, il a écrit sur la désincarnation, il a écrit sur les hippies, il a écrit sur le double, enfin, sur le monde confiné. Bon, il a fait énormément de thèmes, ce qui gêne beaucoup les critiques, parce que en fait, les critiques et puis les lecteurs même, ils aiment bien que quelqu'un soit dans un cadre. D'ailleurs, en France, on aime bien, d'ailleurs, depuis Salvador Dali, avec sa Vénus à tiroir, on aime bien que les gens soient soient classifiés. Ah, il est difficile à classer, notre ami Heinlein, parce qu'en fait, il touche à tout, c'est une touche à tout. Et touche à tout de génie, parce que tout ce qu'il touche, il ne transforme pas en or, mais presque, quoi. Bon, voilà. Donc, pour moi, l'histoire du futur, c'est un pavé, hein, vous avez vu, mais ça se lit très facilement. Et non, puis c'est intéressant, moi je trouve, dans le côté, super. Il pose ce qui va être quand même un peu un space opéra, qui est quand même, de dire, il va se passer des aventures dans tout un univers, pas juste sur Terre ou juste sur une planète. Tu vas avoir une humanité qui se déplace, qui colonise, qui s'installe, qui a des problèmes de relations avec d'autres planètes, avec eux-mêmes. Enfin, c'est tous les thèmes qu'on va retrouver, que moi en tout cas j'aime beaucoup. Je veux dire, les space opéra aujourd'hui, sans space opéra, il n'y a pas Star Wars. Il n'y a pas, y a pas tout ça. Je dirais c'est du space opéra parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il faut distraire, hein, donc il y a de l'action. Tu t'ennuies jamais. Il y a de la cohérence quand même. Mais surtout, il y a des idées sérieuses derrière. C'est ça. Chaque fois. Tout à fait. Voilà. Alors après, son deuxième prix Hugo, du moins dans l'ordre chronologique, c'est Les Pommiers dans le ciel. Bon, c'est un juvénile celui-là. Il a été donné à titre rétrospectif, mais il est très intéressant parce que il parle du thème chaque fois de l'inadapté. C'est une famille d'inadaptés. Terrien qui part de la Terre et qui est surpeuplée pour aller coloniser une lune de Jupiter qui s'appelle Ganymède, qui a été terraformée, c'est-à-dire à peu près adaptée à la vie terrienne, mais avec beaucoup de lacunes, puisque il se gèle, il y a des secousses sismiques, enfin, etc. C'est vraiment pas terrible. Donc ces inadaptés, là on peut en parler parce qu'il en parle souvent des inadaptés, ça vient du... C'est pas que c'est une grande psychanalyse, hein, mais c'est vrai que ça vient du fait qu'il a pas réussi sa carrière militaire et donc quelque part il se sent inadapté à la vie civile. Mais quand même, comme il s'est bien adapté malgré tout, ces inadaptés-là, littéraires, ils finissent toujours par trouver une voie. Et souvent avec l'aide de systèmes militaires ou paramilitaires, et de systèmes assez rigoureux à côté. Bon. Donc, cette famille terrestre, elle est là. Elle s'adapte très très bien à Ganymède, puisqu'en fait, ils en font leur patrie. C'est bien le problème du colon, hein, un colon qui arrive et qui s'installe. Il y a bien sûr le voyage spatial qui est très très bien vendu, avec une très bonne didactique, une très bonne pédagogie là-dessus, et toujours ce soutien autour des compagnons. C'est très vraiment... on sent quelque chose il aimait ça, Hélène, cette solidarité, qui après, il pensait lui que l'humanité devait être solidaire en général, c'est pas que l'Amérique. Hein. Et d'ailleurs, il parle aussi des scouts, là, quoi. Bon, il y a plein de choses. À signaler quand même qu'en hommage, un astéroïde de la ceinture de Jupiter a été nommé Heinlein, qu'un cratère de Mars a été nommé Heinlein, et qu'un cratère de la Lune a été nommé du nom du Riesling, qui est un des héros des Vertes Collines d'Afrique, Vertes Collines de la Terre. Les Vertes Collines d'Afrique, ça c'est d'Hemingway. Les Vertes Collines de la Terre, qui a dans l'histoire du futur. Voilà. Double étoile. Alors double étoile, c'est un prix intéressant aussi, comme tous les prix. C'est à nouveau un inadapté, mais c'est Lorenzo, c'est un acteur de génie, mais qui est un petit délinquant. Ouais. Bon, il est ruiné, et il est cabotin. Il se prend vraiment pour le roi des acteurs, mais c'est un très bon acteur.
Et il est recruté comme, pour être le sosie, enfin, pour remplacer du moins, parce qu'il lui ressemble un peu physiquement, pour remplacer un des grands personnages politiques de l'époque, qui s'appelle Bonforte, qui est un expansionniste. C'est-à-dire, en fait, quelque part un progressiste, puisqu'il veut que les terriens sortent de la Terre pour aller coloniser l'espace, les autres planètes. Et ce Bonforte, comme il gêne beaucoup de monde, il est enlevé par un parti xénophobe adverse. Il l'enlève, mais et donc Lorenzo, il est recruté au départ temporairement, le temps qu'on le récupère, Bonforte. Alors il fait son boulot, hein, mais bon, il le fait un peu à contre-cœur. Il dit bon, j'en ai assez, je veux payer moi maintenant, c'est fini, etc. Et puis malheureusement, les événements s'enchaînent, hein, c'est très très bien écrit. En particulier la façon dont Lorenzo imite, parce que il y a des côtés professionnels très intéressants. Je me demande même si Hélène n'a pas été au théâtre au moment où Forain, enfin, on voit qu'il y a des choses qui sont comment on peut imiter quelqu'un, etc. Et mais Bonforte, en fait, il revient pas. Ou quand il revient entre guillemets comme un légume, puisqu'il a été complètement détruit au niveau cerveau par les adversaires. Torturé, oui. Et là, il se retrouve entre guillemets coincé, mais il le veut bien quand même, hein, parce que ça lui plaît d'occuper ce rôle. C'est très ambigu, quoi. C'est la double personnalité. Ah ben, il prend possession de son rôle et il devient lui-même. Voilà. Il est tellement vécu dans la peau de son personnage qu'il devient le personnage. Il devient le personnage et il est aidé, ça c'est important aussi, toujours par ses conseillers, les conseillers de Bonneforte qui savent qui il est, mais qui sont comme des militaires autour. Il entoure avec, etc. Et parce que il est percé un jour par l'empereur, en fait. Mais c'est le problème déjà, qu'on dit actuellement, de l'audiovisuel. C'est qu'on a une image de quelqu'un, mais cette image est tellement loin que bon, c'est un sosie, on ne s'en rend pas compte. Et comme il s'identifie de plus en plus à ce rôle-là, eh ben, quand Bonneforte est mort, il prend son rôle pendant 25 ans. Il épouse sa secrétaire qui était amoureuse de Bonneforte, mais qui le sait, qui il a complètement pris sa vie. Et il a ses paroles, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il veut tuer l'ancienne personnalité. Qui en réalité, on fait tuer dans la presse, qui n'est pas mort. Donc, c'est très intéressant, cette histoire de double personnalité. Voilà. Bon, il n'y a peut-être pas des grands thèmes comme il a développé après, mais bon, moi j'aime bien Double Étoile. C'est le premier que j'ai vu. Il est intéressant, ce concept de l'acteur qui devient son personnage. C'est tout qu'on a revu. Il y a eu plein de littérature et plein de films après où on fait croire qu'un président, alors qu'il est mort, on met un acteur pour lui faire dire des choses et prendre des décisions parce que le vrai personnage n'a pas le courage de les prendre, etc. C'est toujours intéressant parce que ça fait appel souvent à des jeux de pouvoir, à une nécessité qui fait que finalement le héros devient prisonnier de son personnage, mais il le veut bien aussi en même temps. Donc c'est toute l'ambiguïté, c'est intéressant. Ce double rôle d'ailleurs, ça revient souvent chez Elaine, hein, cette double personnalité. C'est une personnalité complexe. C'est toujours la complexité des personnages. C'est effectivement très intéressant. Après, c'est un livre qui se lit très facilement. Moi, je l'ai lu très jeune, hein, je m'étais régalé. D'accord. Et donc, à recommander, bon... Et tu as quoi d'autre d'Antoine Escarcelle, alors? Alors, après, j'ai Starship Trooper. Ah, on attaque le... Là, tu connais. Moi, ma référence. Voilà. Alors, vas-y, parle-en, si tu veux. Bon, ben, alors, Starship Trooper, moi, d'abord, je vais parler... Avant de parler du livre, alors de l'histoire, je l'ai découvert par le film de Verhoeven, qui, moi, m'avait marqué parce que c'est la première fois que je voyais des militaires qui se battaient dans l'espace avec des armures contre des cafards, des arachnides, etc. C'est ce qui m'a donné envie de jouer qui m'a fait découvrir un jeu dont on voit les figurines ici qui s'appelle Warhammer 40 000, auquel j'ai pas mal joué, surtout plein d'ailleurs. Et alors ma première impression c'était de dire, moi je voyais ça comme un peu le policier et le voleur, des gentils des marines excentriques avec des grosses armes, des armures qui se battent contre des gros monstres sur d'autres planètes avec un ton satirique, etc. Et j'en étais plus ou moins resté là. Je suis tombé sur le livre quelques temps après. Et le livre, effectivement, est une histoire tout autre, puisque dans le livre, on met vraiment en avant le sacrifice de soi, l'engagement citoyen, la citoyenneté qui permet d'accéder au vote, etc. Et c'est très, très sérieux. Et ce processus d'engagement, j'exagère un peu, mais c'est l'essentiel du livre est basé sur ça. Alors que le film
c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus satirique, etc. Donc finalement, avec le recul, je trouve même, moi je trouve un côté extravagant au film que j'aime bien, mais aussi les thèmes d'engagement, de devoir et de sens du sacrifice, que d'ailleurs, après on a reproché d'être quasiment fasciste dans ces propos-là, mais pour moi c'est l'opposé, c'est de comprendre que si on ne se sacrifie pas à un moment donné pour ces causes, ben, ces causes finissent par être avalées par des gens plus barbares et par des causes qui, elles, sont réellement fascistes. Donc c'est toujours la complexité de savoir est-ce qu'on ne devient pas celui qu'on combat. Enfin, et le livre, et je le trouve très bien parce qu'il parle de l'engagement et de l'intérêt du rôle et du devoir du citoyen, quelque chose qu'aujourd'hui on n'en parle quasiment plus. On parle toujours de ce qu'on doit aux gens, etc. Mais ce que nous, en tant que citoyens, on doit, on n'en parle pas, on considère ça parce qu'on considère ça comme acquis. C'est la paix, donc tout ça c'est acquis, il n'y a plus besoin de revenir dessus. Et bon, et au-delà alors, de cet aspect un peu idéologique, il y a l'aspect, moi, on va dire plus ludique, qui est de dire, on voit des soldats en armure mécanique, et les soldats en armure, donc les Space Marines, c'est un concept qui, pour moi, qui était un grand fan de StarCraft, qui a joué à Warhammer 40 000, il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'univers basés là-dessus. Pour moi, ça a été la révélation. Ça a été vraiment magnifique. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, lui, il était, enfin, le héros, Juan Rico, il est de l'infanterie mobile, et cette infanterie mobile, c'est pas l'infanterie dans les tranchées, comme on voit là. Bon, là, ils sont carrément aéroportés, dans des scaphandres et tout ça, déjà dans le livre. Et ça, on y revoit l'influence quand il a travaillé dans son laboratoire de la Navy, parce qu'il travaillait déjà là-dessus. Donc, tout ça, ça y est. Mais après tout, bon, on l'a accusé d'être militariste. Lui, ce qu'il voit dans le côté militaire, bon, là, évidemment, c'est tout ça l'extrême de la guerre et tout ça, mais lui, il voit surtout un système de formation. Et n'oublions pas quand même qu'actuellement, en France, le service militaire obligatoire a été supprimé. On est revenu vers un service national civil, etc. Donc, on revient vers l'intérêt de ça, qui mélangeait la société, qui permettait d'avoir un cadre, etc. Donc, c'est pas des idées si fausses qu'on peut le dire. Ensuite, ils ont le droit de vote, effectivement, ceux qui ont fait le service militaire pendant 2 ans, pas forcément avec une guerre au milieu, comme c'est là. Non, c'est bon. Mais on sait qu'ils vont servir la collectivité, mais c'est quand même démocratique quelque part. C'est pas une dictature militaire du tout. Au contraire, ils se sont aperçus qu'avec ça, ils avaient au contraire une harmonie, une paix, du moins sur Terre, qui était bien assurée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une différence fondamentale entre le livre et le film. C'est que dans le livre, la guerre, elle est considérée comme une fatalité. Comme dit toujours Hélène, il faut se battre pour sa liberté. Et également pour l'expansion de la Terre, c'est normal. Après tout, pourquoi pas. Mais c'est une fatalité. La guerre n'est pas... Tandis que dans le film de Verhoeven, c'est la guerre à l'état pur. Voilà. Ah oui. Alors, comme on accusait en plus que c'est anticommuniste, xénophobe et tout ça, non, il appelle l'adversaire les punaises. Je rappelle quand même que pendant la guerre de 40, les Français ont appelé les Allemands les dorifores. Bon, donc, on veut, quand on a un ennemi, on en fait le pire que tout, quoi. Voilà. Si on disait c'est un homme, une femme comme nous, on n'aurait pas mis de le tuer, peut-être. Bon. Non, mais il faut bien créer cette motivation. Quand on est jeune et qu'on te dit tu vas aller te faire tuer, il faut bien te donner la rage et il faut te donner croire que tu peux gagner aussi. Quoi. Si tu la crées pas, quand tu es au contact, je pense, ça c'est prouvé dans la pathologie de guerre, qu'en fait tu te la crées toi-même pour pouvoir continuer à combattre. Sinon oui. Sinon, tu t'inventes un imaginaire qui te permet de justifier et de continuer à y aller, et de pas fuir ou de t'écrouler sur toi-même, quoi. Voilà. Alors après, bon, on peut dire que toujours les femmes y sont, puisque des pilotes et commandants d'avions, de vaisseaux. Tout à fait. Au-delà du pilotage. Ça, ils ont fait pareil dans le film, avec de très belles femmes. Les femmes sont dans l'infanterie quand même. Il y en a aussi dans l'infanterie, mais les pilotes, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de pilotes femmes. Il y a beaucoup de respect, elles sont cloisonnées, mais peu importe. Bon. Voilà, bon, pour moi, déjà un film controversé, un livre controversé. Voilà.
parce que controverse entre le film et le livre, quand même, Déjà. et controverse sur le côté Sur la perception militariste. exagérée, d'après ce que disaient les gens. Et ça, bon, c'est pas surprenant quand on connaît sa carrière militaire. Hein. Ce qui surprend plus, c'est qu'il a sorti après. Oui. Parce que ce sera attendu à ce qu'il fasse finalement une série. Une série basée sur la conquête spatiale militaire. Pourquoi pas? Il y en a eu d'autres hein, qui l'ont fait. Pourquoi pas? Non. Alors, celui qui a suivi 2 ans après, c'est totalement l'opposé, si on peut dire. Hein. C'est Stranger in a Strange Land. En terre étrangère. Alors là, pour moi, c'est le meilleur celui-là. Parce que bon, alors il se mérite. Hein, il est facile à lire, tout ça, mais il est un peu complexe quand même, parce qu'il manipule énormément de thèmes. Alors ça commence, il était une fois un martien du nom de Valentin Michael Smith. Donc ça commence comme un conte en fait. C'est un conte philosophique, mais on va très vite sortir du côté voltairien, un petit peu de départ. Entre parenthèses, Voltaire a écrit Micromégas, qui est quand même peut-être considéré comme un livre de science-fiction. C'est vrai. Peu importe. C'est surtout considéré un peu comme Montesquieu avait l'être persane, comme si on mettait un observateur neutre qui regarde les choses se passer. Voilà. C'est pour le coup un point de vue qu'Heinlein il utilise très souvent. Voilà. Et qu'il va utiliser là, parce que ce martien, en fait, c'est un terrien qui a été recueilli orphelin par des martiens 25 ans avant, lors d'une expédition terrienne qui a été anéantie, et qui a été élevé comme un martien pendant 25 ans, et qui a donc acquis, parce que les martiens, ils ont une société très particulière, où il y a des vivants, c'est vrai, comme nous, en chair et en os, et puis il y a surtout énormément d'anciens qui sont en fait dans l'au-delà. Des âmes, c'est eux qui dirigent le monde. C'est l'inverse un peu de chez nous, où c'est le vivant. Ceux qui sont chair et en os, qui sont de la priorité, en fait, du moins, c'est ce qu'on en croit. Bon. Alors là, donc il arrive là, pendant 25 ans, il a été ailleurs, et ça pose ce problème à nouveau de la double personnalité, puisque un peu comme dans Double Étoile, il a la personnalité martienne et la personnalité quand même terrienne. C'est les doubles identités. Voilà. Alors, il arrive là, il est recueilli par un richissime savant, là, très original, qui s'appelle Jubal, de son prénom, qui en fait est Heinlein. Hein, là, je sais bien qu'après, il dira que... Qui peut se cacher derrière ces personnages, mais là, c'est un peu trop flagrant. Là, c'est lui. Et Heinlein, d'abord, il commence à... Il a fait de tout, il est avocat, etc. Heinlein aussi a été à l'armée. Quand il était sur son porte-avions, il s'est occupé du droit aussi. C'est lui qui s'occupait du droit militaire, etc. En dehors du reste. Donc il a une formation quand même de droit. Juriste, juridique. Et donc en fait, il a cette double personnalité, et Jubal qui va le prendre en charge. Alors il arrive, sa personnalité terrienne, elle est vierge. Hein. Il n'a jamais vu de quoi que ce soit. Et là, c'est très intéressant, c'est passionnant. Il découvre la Terre. Ses occupations, son agitation. Il sort d'un milieu martien qui était très calme, régi par les anciens, où l'imprévu n'arrivait jamais. Et là, il est dans un monde bouillonnant, où il voit également toutes les turpitudes, toutes les malversations, l'argent, le sexe, enfin, la politique, la religion. Enfin, bon, il est débordé. Alors, Jubal, on parle aussi, par exemple, on disait qu'il était fasciste, Heinlein. Bon, par exemple, il parle des forces de l'ordre, là, il les appelle les SS. C'est exactement comme les SS, la Gestapo, hein. Services spéciaux, quoi. Hein. Bon, je veux dire, bon, de toute façon, c'est une petite... il n'arrête pas dans son livre. Il y a toujours il parle de sa vie sans arrêt. Et donc, il dit déjà, bon, toujours dans le terme des colons, que les Martiens sont les premiers occupants. Donc c'est eux qui sont les maîtres de Mars. Et parce que déjà, les terriens, ils se voyaient arriver avec les colonies. C'est chez nous. Ça. Ouais. Bon, il dit non. Bon. Alors, tout se passe bien, donc, dans un premier temps, si on peut dire. Hein. Donc, Michael Smith continue, Michael continue à progresser, et puis il va découvrir une chose extraordinaire, hein, c'est le sexe, hein, l'extase sexuelle. Parce que chez les Martiens, ça n'existait pas, ça, ils ne se reproduisent pas comme ça. Et ça, il dit quand même, je suis terrien, les terriens ont cette chance fabuleuse, donc je veux leur amener un sexe libéré et la paix. C'est génial quand même. Parce que Jésus-Christ, on ne peut pas dire qu'il a mené le sexe. Non, c'est compliqué. Il a mené la paix, mais bon, a priori, le sexe, il n'était pas trop. Enfin bon, je sais pas. Bon. Bref, là, lui, il a mené ça.
Donc il crée une communauté qu'il appelle le nid. Donc il attire autour de lui des gens qu'il va former parce qu'il faut une certaine formation. Alors comme il fait des miracles, mais à la martienne, donc Oui. ça facilite un peu les choses. Hein. Et donc tout ce monde se réunit, il y a la fraternité de l'eau, importante sur Mars. Il n'y a pas d'eau sur Mars, ou très peu. Il s'appelle Tu es Dieu, parce que ça c'est bien, ça, je pensais que chacun est Dieu en fait, lui. Il n'y a pas un Dieu au-dessus, on est chacun Dieu. Quoi, voilà. Bon. Et bien sûr, liberté sexuelle totale, acceptée bien sûr, c'est vraiment un monde, alors évidemment, c'est le monde hippie. C'était dans les années, il est sorti en 62, c'était le début du mouvement hippie. Et la communauté hippie s'est surruée sur ce livre. Parce que c'est un fasciste qui est adulé par les hippies. Voilà. C'est quand même assez spécial. C'est pas ce que voulait Hélène, je pense pas, mais je pense que c'était ça. Alors bien sûr, dans la foulée, Jubal, qui dit bon, je suis un agnostique par dévotion. Donc c'est bien. C'est-à-dire, aucune croyance. Elle est belle cette phrase. Hein. Elle est belle, ça c'est Mendeleïn. Hein. Ça veut dire, un agnostique n'est pas un athée. Un athée, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Un agnostique, c'est celui qui ne croit pas en religion. Ouais, ouais. Bon, enfin, bon, je pense qu'il a voulu ménager un peu les lecteurs. Alors, il y a des magnifiques pages aussi sur les religions, la politique, enfin, bon, passons. Et donc, l'Église ayant été montrée, les églises, enfin, les religions qui sont sur Terre étant vraiment des religions malveillantes, qui sont complètement pourries, entre guillemets, eh bien, il dit, je vais créer mon église avec un grand T, et dans cette église-là, on va faire la paix, on va faire l'amour, tout ira bien, etc. Et puis il a très bien compris, parce qu'il connaît l'histoire, que s'il veut que enfin du moins c'est ce que j'ai saisi moi, s'il veut que son église réussisse, eh bien, il faut qu'il y ait un sacrifice, qu'il y ait un martyr, un peu comme Jésus-Christ, hein, qui est allé sur la croix, et bien lui, il se livre à des vandales qui le détruisent, quoi, qui le tuent. Mais à la différence de la religion catholique, bon, où quand le Christ est mort, tout le monde pleure, hein, là, ils sont contents, les autres. Tous ces disciples, entre guillemets, ils savent qu'après la mort, on est désincarné, mais après la mort, il y a une autre vie. Et effectivement, c'est ce qui se passe dans l'au-delà. Lui, il est là. Ils sont tous des auréoles, d'ailleurs. Bon, c'est rigolo, il y a plein de références. Il y a plein de références et puis de l'humour, quand même. Ils sont là en train comme les anciens de Mars, en fait, de communiquer avec ceux qui sont sur Terre. Voilà. Bon, moi, je trouve ça superbe. Alors, bon, de l'humour, on a déjà dit qu'il y en avait. Je veux dire, bon, c'est là qu'est sortait la phrase sur le jour où je refusais un repas gratuit, mes fichons à la porte de la ville des auteurs. Enfin, il y en a plein comme ça. Le verbe gnoquer, c'est extraordinaire. Le verbe gnoquer, ils gnoquent tous. Quand tu es martien et que tu es dans ton assemblée avec les terriens qui sont tous contents, ils gnoquent. C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils se comprennent tous. Et c'est la compréhension au sens, tous les sens de la compréhension. Enfin, je veux dire, il invente des termes comme ça, gnoquer. Bon, non, mais c'est le mot en anglais, on dit the grok, et c'est un mot qui est rentré dans le dictionnaire en anglais. Ouais, c'est dans la littérature anglaise. Mais depuis qu'elle est. Ah, c'est Anine qui l'a inventé, et tu vois, c'est dans le dictionnaire. Je ne le savais pas, mais je veux dire, bon. Ça veut dire comprendre avec intuition, intimité, profondément quelque chose, être un peu en communion, quoi. Bon, alors, bon, l'humour, on revient dessus. Là aussi, de belles descriptions de la liberté des femmes dans leur choix d'enfanter. On est quand même qu'en 62, je rappelle qu'il fait 65 en France pour que les femmes aient droit à un compte en banque et à travailler. Ouais. C'est l'autorisation du mari. Bon, une parenthèse pour ceux qui disent que Hélène était misogyne. Bon, ça m'a fait rigoler. Puis dans sa vie, il n'a jamais été. On en reparlera après, mais c'est vrai que regarder les choses avec le spectre de sa propre époque, c'est un exercice qui est pas très intéressant. Mais tu en penses toi contextualiser ce livre Moi, je l'aime beaucoup parce que j'aime bien l'idée de la troisième personne, en fait, d'avoir un observateur qui vient et qui prend son monde à lui, sa compréhension de l'univers et qui intègre un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire ce qu'il a pris de martien et ce qu'il trouve sur Terre, et il prend ce qu'il y a de bon sur Terre et lui il amène ce qu'il y a de bon. Je trouve, alors évidemment c'est pas mon époque, mais j'ai été très curieux de ça, et quand j'ai compris que l'Église, donc l'appelle l'Église de tous les mondes, celle que tu as décrit, son entre guillemets culte, mais c'est pas ça, mais sa croyance avait eu une concrétisation dans la vraie vie, de laquelle lui-même n'en a pas fait partie d'ailleurs, mais cette Église existe vraiment, et elle existe encore aujourd'hui.
Et à l'émotion des hippies, elle avait des milliers de personnes. Et aujourd'hui, elle a toujours de plusieurs, je dirais adhérents, c'est un peu mercantile de dire ça, mais fidèles, on va dire, voilà, plusieurs fidèles qui lui sont là. Donc, je Et cette comprends. église a été basée sur ces... Elle est basée sur des concepts alors, je dirais écologiques, c'est-à-dire d'être en harmonie avec la nature, donc par rapport à l'eau, par rapport à de comprendre son environnement. Il y a aussi la notion quand même de liberté sexuelle est là, mais elle n'est pas maîtresse. C'est pas une secte où tout le monde couche avec le gourou parce que c'est la règle. Ça a été fait sur les données de Lane. Alors Hélène a beaucoup écrit au créateur de l'église. Elle n'en a jamais fait partie, mais il a eu des échanges continus avec les créateurs pour que donner ses idées, ses opinions, voir s'ils étaient bien dans la même idée que lui, de ce qu'il a voulu décrire dans son livre, etc. Donc il a quand même suivi ça de près. Sans jamais, il n'a jamais été membre officiellement. De toute façon, c'est un peu Hélène. Hein. Il pose des bombes ou des idées comme ça. Et après, quand on va le voir, il dit ah non, mais ça c'était mon livre, hein, c'était pas moi. Ou alors moi je suis passé à autre chose. Donc libertarien, il en a planté les graines, mais il n'en est pas. Enfin, il n'est pas officiellement. Ça c'est pareil. C'est toujours un peu. Il est militaire, mais il l'est plus vraiment. Il est. Oui, parce que c'est sa complexité aussi. Je pense qu'il est complexe justement. C'est ça qui me plaît chez lui aussi. Il est libre et complexe et quand même bienveillant. C'est-à-dire, c'est pas ça se dit. Voilà, il n'a pas de jugement, t'en rigoles, il a de l'humour. Voilà, il est bienveillant, il est bienveillant. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un. Ah, il vient pas en te disant cette race humaine de merde, tout est pourri, ils vont tout péter, il faut les anéantir avant qu'ils anéantissent l'univers. Ce qu'il y a d'abord chez d'autres auteurs et ça s'entend. Mais il est quand même plutôt positif et attrayant à lire. En tout cas, il divertit. Voilà. Alors, on va terminer par le dernier bouquin là, que je voulais parler. The Moon is the Arch Mistress. Alors, moi, Révolte sur la Lune. Révolte sur la Lune. Non, moi, je ne peux pas le dire comme toi parce que c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, en fait, La Révolte sur la Lune, c'est un bouquin qui est très politique, je trouve, plus que les autres peut-être. Il développe énormément des problèmes de société et des problèmes de politique. Voilà. Alors, c'est en fait calqué, ça a été fait sur le modèle de la guerre de libération des colons contre l'Angleterre à l'époque, en 1776, c'est la date exacte, quand les colons américains se soulevaient contre la domination britannique qui les exploitait à tout prix. Alors pourquoi? Parce que la Lune, qui est habitée par des lunatiques, ils les appellent comme ça. C'est marrant, c'est pas des sélénites, parce que c'est notre nom, c'est des lunatiques. Et ces lunatiques, en fait, c'est un Alcatraz, en fait, c'est à ciel ouvert, là, parce que il n'y a pas de barreaux, hein. C'est une prison à vie, où sont partis des délinquants que la terre ne voulait plus, des délinquants sévères, ou des exilés politiques, et pas forcément des gens comme ça. Il n'y a pas de volontaires, bien sûr. Mais comme ça fait déjà quelques années qu'ils y sont, ils vivent pratiquement entre eux. Il n'y a même pas de service d'ordre qui viennent de la terre. C'est entre eux qui vivent comme ça. Et ils sont là avec des descendants maintenant qui ne sont pas forcément des délinquants, qui sont des gens tout à fait sans casier judiciaire, mais comme ils sont descendants des autres. Bon. Mais ils sont arrivés à vivre ensemble, ils sont adaptés, ils sont multiraciaux, ils se sont très bien adaptés, ils vivent très bien. Bon. Seulement, il y a un problème, c'est l'argent. Et l'argent et les moyens, puisqu'ils sont exploités par la terre, à qui ils envoient régulièrement toute leur production, mais qui les soupaient. Et comme ils n'ont pas trop de moyens de pression, ils sont coincés et ça commence à monter quand même la tension. Alors, le truc de base, ils disent le mal alpha, lunatique, si tu veux, il fallait de la bière, des jeux, du travail et des femmes. Bon, la bière, les jeux, le travail, eh bien, ça va diminuer de plus en plus. Et les femmes, là, il y a fait un moment qu'il n'y en a plus sur le marché. D'abord, elles n'étaient pas nombreuses, hein, parce qu'il y avait une femme pour deux. Et comme elles n'étaient pas nombreuses, eh bien, le réflexe de la société était un réflexe positif, c'était de les protéger. Et les protéger, là, je veux dire, il n'y a pourtant pas... Il y a des trucs intéressants. Par exemple, les juges... Il n'y a pas de système de juridiction. Un juge peut être nommé dans la rue. S'il y a 10 personnes autour qui disent on te prend comme juge, c'est un truc suffisant. C'est lui qui va juger l'affaire et c'est immédiat. Autrement dit, une femme qui est violée ou attentée, etc., c'est la sanction capitale immédiate. Alors c'est vite fait là-bas. Hein. On te sort simplement dans l'atmosphère lunaire. Hein. On n'a pas besoin d'aller bien loin. Bon. Donc,
les femmes sont protégées et du coup, elles ont une liberté de choix, une liberté sexuelle, etc. Et elles ont abouti à un système très original quand même au niveau adapté, au système sociétal, familial, avec une famille où il y a une matriarchie et une androgynie, en fait, quelque part. C'est une société où c'est les hommes qui sont en fait majoritaires. C'est une société polyandrique. Alors il y a les troïkas, c'est-à-dire en fait, il y a une femme et il y a un homme. Non, il y a. Si, c'est une ça. femme, Une un femme, homme jeune, un homme âgé, un homme jeune. âgé. Voilà, un mari âgé et un mari jeune. C'est ça que je n'avais pas à dire. Donc en fait, c'est une troïka, ben, ils arrivent à fonctionner comme ça. Bon. Ce qu'ils appellent les terriens, c'est les vers de terre. Bon, comme quoi, on revient à nouveau sous les punaises. Hein. Là, c'est les vers de terre. Hein. Ben, les vers de terre, ben, ça, à un moment donné, ça éclate. Hein. Il y a une révolution, plus qu'une révolte, il y a vraiment une révolution, et qui est fomentée par des héros de ce livre. Et surtout, cette révolution, elle est plus qu'aidée. Elle réussit parce qu'un ordinateur, c'est un peu ce qui s'est passé dans 2000 ans d'Odyssée l'espace, il y a un ordinateur mais lui, c'était dans le sens méchant, malveillant. Tandis que il devient humain, quelque part, et malveillant. Tandis que là, et d'ailleurs, on dit que Quasimoff, c'est une parenthèse, a fait les lois de la robotique justement pour montrer que les robots ne sont pas malveillants. Et cet ordinateur-là ne l'est pas, mais il faut dire que ça c'est écrit, je crois, en 67. Donc c'est quelque chose de relativement quand même assez ancien. Alors là, il y a un ordinateur qui est amical, qui devient ami avec l'informaticien qui s'occupe de lui, mais vraiment dans l'amitié, avec de l'humour, il s'échange des plaisanteries, il lui propose des plaisanteries pour voir si l'informaticien en rit ou en rit pas, etc. Et puis finalement, il prend fait et cause pour eux, et il les aide évidemment énormément. Et il les aide tellement qu'il les fait gagner, mais il y perd sa vie de machine électronique, puisqu'il est déconnecté. Ouais. Et ce qui est beau dans ce livre, c'est qu'on croit vraiment à une mort humaine, quelque part. C'est bien. Je crois que c'est un des premiers. J'ai pas tout lu, hein, mais je ne crois pas qu'il y ait d'autres auteurs qui aient fait ça déjà. Peut-être après. Non, à cette époque, non. Après, c'est devenu courant. Peut-être après. La machine qui devient tellement humaine qu'on a de l'empathie pour elle et qu'elle devient un héros à part entière avec ses propres réactions imprévisibles, de plus en plus humaines. T'en as eu des tonnes, hein. Je veux dire, des robots, des Terminator, après. Pas forcément bienveillant. Et là, c'est vraiment de l'humanisation complète. Bon alors, pour revenir sur l'histoire russe, on revient toujours au même thème. Hein. En fait, il a fait une structuration de la révolution de Lénine, hein, bolchevique en 1917, hein, avec des cellules, il a rajouté le bonnet phrygien français. Bon, ça c'est autre chose, mais il y a vraiment une structure de révolutionnaire là. Ouais, les systèmes. Voilà, qui va réussir. Il faut de l'agite propre, de tout ce qui est. C'est les concepts de la révolution. Tous les concepts de la révolution. Ouais. Donc ils arrivent à gagner, mais moi ce que je trouve aussi, c'est toujours dans l'humour, c'est-à-dire qu'au lieu de dire bon ben on a gagné, on est en démocratie entre nous, la terre, nos rapports se sont normalisés, etc. Mais le héros, il dit, quand il voit les premiers députés qui ont été élus démocratiquement et qui se disputent entre eux, il dit ce sont des foutus bavards. Voilà. En fait, il revient après avec ses amis à lui et ils sont 3 ou 4 toujours à mener le débat. Mais voilà, c'est le libertarien toujours. Du moins, toujours la liberté individuelle de conscience est supérieure à. Oui, puis c'est toujours libertarien comme le caractère de toujours rejeter les systèmes gouvernementaux qui peuvent intervenir. Donc dès qu'il y a des nouveaux systèmes qui arrivent et qui émergent avec ça, ils les renient instantanément finalement, puisque ils se disent, ils sont avant tout, c'est des libertariens, c'est la liberté individuelle d'abord et le moins d'intervention possible du gouvernement. Il faut que chacun soit libre. Donc c'est un peu des fois contradictoire avec ces idées de révolution, de dire, parce que les révolutions c'est quoi? C'est des trucs, il y a un nouveau système qui se met en place, mais dès que le nouveau système se met en place, les libertariens ils le rejetteront automatiquement puisqu'ils ne veulent pas qu'on intervienne. Donc finalement ils s'en foutent, ils s'en éloignent, ça les intéresse plus à partir de là. Absolument. Et d'ailleurs, ce qu'il fera, bon,
déjà une petite conclusion sur tout ce qu'on a dit. C'est qu'en fait, c'est un peu la difficulté quand même une des difficultés d'Elaine, c'est que il se donne la liberté de toucher à tout. Ouais. Donc il peut effectivement être dans le même temps ou successivement conservateur, progressiste en art. Il peut être tout. Bon, alors ça évidemment c'est pas possible. On peut pas être à la fois marxiste. Non, mais il explore, je pense qu'il explore les idéologies à la lumière de sa propre histoire. Et comme tu disais, lui, c'est mes personnages, c'est pas moi. Ah, alors, c'est une posture aussi. Voilà. Ah, c'est une posture. Mais avec Jubal, par exemple, dans Terre étrangère, c'est lui, c'est certain. Mais il l'a jamais reconnu quand même. Hein. Mais bon, mais c'est évident. Non, il peut plus. L'armure, il l'a mise, il peut plus dire non, mais ça c'est vrai, là c'est pas vrai. Il va te dire non, ce ne sont que des personnages. Voilà, alors pour terminer, les controverses, on en a déjà pas mal vu tout au long du dialogue. Et la première, donc c'était, tant pis on reprend, hein, c'est la nouvelle vague anglaise, avec Brennan Aldis, dans les années 65-80, qui ont rejeté le père, bon d'ailleurs ils l'ont dit, hein, il a traité de Papy Hélène. Bon, c'était gentillé si on peut dire. Il faut dire qu'après les années 68, quand même, en Europe généralement, toutes les critiques et tout ce qui comptait un petit peu au niveau littéraire hein, était passé à l'extrême gauche. Et que Hélène était bien sûr de l'ancienne vague, hein, était considéré comme conservateur. Bon, c'est pas grave, tout ça s'est passé. Ça a pas eu. On était plus avec cette vague-là dans l'idéologie centrée sur l'humain, alors qu'Hélène, on était centré sur la technique, sur les environnements, sur les regards extérieurs. Oui, j'étais là-dessus, mais enfin Hélène aussi, parce que sa speculative fiction, c'était quand même quelque chose sur l'individu aussi. Oui. Bon. Moi, je pense qu'il y a des. Moi, j'ai toujours dit. C'est comme ça que ça. La littérature, qu'elle soit de science-fiction, qu'elle soit générale, hein, il y a des bons et des mauvais écrivains. Il y a des bons et des mauvais livres partout. Ah ouais. Un peu comme au cinéma, un peu comme la chanson. Non, c'est pas un affrontement. Une fois que l'affrontement générationnel a eu lieu, il en reste des bons bouquins des deux côtés. C'est pas. Non, il y a des bons livres et des mauvais. Toujours des. Ça m'est égal, le genre, même en policier, même. Oui, mais je te rejoins là-dessus. Même en tout ce qu'on veut. Toujours il y a du bon et du mauvais. Bon. Starship, alors les deux livres qui ont fait, bien sûr, controverse, c'était Starship Trooper. On a parlé du côté militariste. Côté militariste, etc. Bon, on a bien vu que tout ça, c'était pas quand même prouvé, loin de là. Surtout que l'accusé d'être fasciste, c'est quand même le comble. C'est bien quelqu'un qui n'a pas été, c'est bien lui. Et ni communiste, ni misogyne, ni xénophobe, etc. En Terre étrangère, il y en a quand même un critique, hein, des critiques français, qui dit que Jubal avait une prose qui ressemblait à celle de Göring. Mon Dieu, j'ai jamais vu donc le ministre d'Hitler. Mon Dieu, j'ai jamais vu dans la prose de Jubal le moindre signe hitlérien. Puis au contraire, c'est bon. Après, le reprocher dans le même temps de dire qu'il était devenu le gourou. C'est pour ça que tu vas à l'église, le gourou hippie. Et il y a un critique américain qui a dit on ne peut pas lire ce charabia sans rire. Moi, je ne me fais pas rire. Ça me fait rire par l'humour qui est truc. Et lui, c'était péjoratif. Il a donné l'air de dire comment des auteurs de science-fiction peuvent-ils se mêler de choses comme ça. Quoi. Bon. Mais bon, passons. Tout ça, quand on te traite finalement de communiste et de fasciste en même temps, c'est que finalement, tu t'es pas trop mal débrouillé. Je passe. C'est pas si mal. Voilà. Alors, en conclusion, ça sera relativement. Moi, j'aimerais bien qu'on dise en conclusion quand même. Enfin, en conclusion. Vas-y. Parce que quel héritage il a laissé en termes d'idées, de style, d'auteurs qu'il a influencé, même si tu as parlé de sa relation avec Dick, avec Asimov, avec Clarke, qui était compliqué, mais que de toute façon, il a influencé tout cela, puis même après influencé ce qu'il allait avoir derrière. On a parlé aussi de l'Église, on a parlé tout à l'heure, qu'il y a une influence idéologique, libertarienne, même si elle n'a jamais été partie. Ces idées ont influencé, ont laissé beaucoup de choses. Je voulais juste commencer, après je te laisse continuer. Sur le style, moi, ce que j'aime beaucoup, ce que je retiens, c'est que moi, c'est l'arrivée ce que j'ai décrit, moi, interprété comme des héros multidimensionnels, où on quittait des personnages blancs ou noirs, hyper manichéens, hyper simplistes, finalement, pour faire passer une idée. Là, on mettait en place des gens qui avaient des doutes, qui pouvaient être, qui se posaient des questions, qui se remettaient en question, qui allaient explorer ce qu'ils n'étaient pas. Et je trouve que ce parcours-là, il est intéressant, et c'est ce qu'on manque, je trouve aujourd'hui, qui est d'actualité, c'est de dire,
À un moment donné, est-ce qu'on est capable de tomber, de casser des barrières pour aller voir l'autre? Et en faisant cet exercice d'observateur ou de héros à plusieurs facettes, il le fait cet exercice. Et je pense que c'est un exercice pour lui en tant qu'humain, pour le coup. Il peut se cacher derrière ses personnages, mais lui-même, pour les faire parler, ces personnages, il est obligé de le faire intérieurement, cet effort d'aller casser. Donc ça, je trouve ça passionnant, et c'est ce que moi, j'ai trouvé bien. Alors, c'est un peu paradoxal, vu que moi, ce qui m'a fait rentrer, c'était le Verhoeven Starship Troopers, c'était le truc le plus manichéen, les bons, les mauvais, les machins. Mais justement, quand on regarde de l'autre côté, on voit les finesses, on voit les trucs intéressants, et c'est là où c'est chouette. C'est comme la personne qui est volontairement, entre guillemets, bourrine, pas éduquée et tout, mais qui en fait, quand on creuse un peu, c'est une façade, c'est quelqu'un de plus fin que ça, de plus intelligent, qui a réfléchi. Et voilà, et c'est quand on voit ce qu'il y a derrière que ça devient passionnant. Donc ça, c'était moi ce qui m'a plu. Toi, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tu penses moi, ce qui m'a plu, va en rester? moi d'abord, c'est d'abord, alors on n'achète pas un livre pour la personnalité de l'écrivain, ça c'est évident. C'est vrai. On l'achète parce que l'écrivain, parce que l'histoire nous plaît. Parce que l'histoire nous est plaît, attrayante. ça c'est la base de tout, il faut que le livre soit bon. Et que le lise d'un bout à l'autre en se régalant, quoi. Alors bon, ça c'est la base. Après, c'est intéressant d'avoir sa personnalité quand même, mais ça vient après. Donc, moi, je trouve que ce qu'il a amené, c'est justement, il a bien amené le côté sérieux, ce qu'est le com, parce qu'il y a aussi le côté distraction, évidemment, le côté distrayant du moins. Mais il a mené une science-fiction qu'on respectait. Voilà. Moi, je crois, et ensuite une science-fiction qui est passée dans la quotidienneté des gens. Ne serait-ce que par le spatial, ne serait-ce que par ses interventions, justement, humaines, entre guillemets, etc. Il a été toujours, lui, en permanence dans son époque. Il écrivait, relativement peu de temps, 3 mois par an. Quand on voit quand même qu'il a sorti en tout plus de 100 récits, hein, au moins 30 romans, enfin, je veux dire, bon. Il n'a pas eu beaucoup de ratés, quand même. En plus, il s'est mis tard, il s'est mis à 32 ans. Ouais. Et il est mort relativement jeune, quand même. Bon, voilà. 81 ans, je crois. Oui, donc ça prouve quand même que ce gars arrivait à un équilibre entre sa vie personnelle, ses livres, ça communiquait énormément entre les deux, et ça communiquait avec le monde, quoi. Voilà, moi je le vois comme une espèce j'allais dire, de grand communicant, quoi. C'est quelque chose qui passe entre tout. Et surtout, il a amené les bases de la science-fiction moderne. Ça, c'est évident. Il n'y aurait pas de livre actuel de science-fiction s'il n'y avait pas eu Heinlein, pour moi, comme ça. Ça a été hyper structurant. Pour moi, c'est structurant. Alors après, j'adore Asimov, j'adore Dick, il y en a d'autres, je veux dire, bon, c'est pas la question, hein. Il y en a même certains livres que je préfère à ceux d'Heinlein, ça peut arriver. Mais lui, c'est presque son œuvre ensemble qui fait qu'il est important. Voilà. Je pense que pour moi, ça peut se terminer là-dessus. Si ce n'est que, quand même, tu as commencé en disant qu'il fallait redonner des lettres de noblesse. Tout à fait. À la science-fiction. Que lui a commencé à les donner, mais il a fait que commencer, parce que c'est pas encore gagné. Et on en parlera peut-être dans un futur épisode, je pense. C'est pas gagné, voilà. Allez. Ben, merci en tout cas, c'était un plaisir. Et nous, on vous dit à bientôt. On fera un autre épisode si celui-là me plaît bien. Vous plaît bien surtout. Puis à bientôt. Allez.